Merci. Alors, j'ai beaucoup, enfin, je sais pas, ouais, j'ai réfléchi à comment est-ce que je pourrais créer une transition par rapport à tout ce qu'on vient d'entendre. En fait, je crois qu'il faut bien comprendre, mais vous l'avez toutes et tous en tête, que la valorisation de tous ces effets positifs de l'huile d'olive, la lutte surtout contre toutes ces mauvaises pratiques, elle ne peut être que collective. Jean-Benoît le rappelait ce matin, en début de matinée, effectivement, il suffit qu'un producteur fasse défaut pour qu'une filière s'écroule. Alors, c'est précisément sur cette dimension collective qu'on va pouvoir essayer de s'interroger maintenant. Euh, alors, petite diapo d'introduction, effectivement, on pourrait se dire, finalement, la dimension collective, elle est facilement réglée dans une AOP, une IGP. Pourquoi? Parce qu'on a un outil magique qui serait le cahier des charges, et ce cahier des charges réglerait tout. Il n'y a rien à régler au niveau de la coordination des acteurs dans une ODG, puisqu'il il suffirait que chacun suive les règles de ce cahier des charges. Pour autant, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que non, bien évidemment, cette coordination, cette stricte coordinationnelle ne suffit pas pour deux raisons au minimum. La première, c'est qu'effectivement, au-delà de respecter les règles du cahier des charges, eh bien, il y a toute une crédibilité du signe à acquérir. Et cette crédibilité et cette connaissance du signe, elle passe par de la communication, elle passe par des efforts collectifs consentis pour le contrôle. Et donc, ça va au-delà du cahier des charges et il y a bien là quelque part de la coordination à rechercher. D'autre part, alors ça, on peut en discuter ou pas, mais est-ce que les règles du cahier des charges résument totalement la qualité d'un produit? Probablement pas. Tout ne peut pas être codifié, décrit. Et donc, il y a quelque part, au-delà de ça, toujours en permanence aussi des efforts individuels à apporter à la qualité de son produit, au-delà du respect des règles du cahier des charges. Et là aussi, effectivement, ça doit être une dynamique collective. Donc finalement, on se rend compte très rapidement que derrière ces AOP, ces IGP qui gagnent, c'est quoi en fait? Ce n'est pas uniquement des cahiers des charges stricts, ce n'est pas uniquement des cahiers des charges suffisamment stratégiques, mais c'est peut-être avant tout donc, des collectifs soudés et des stratégies collectives. Alors, une fois qu'on a dit ça, on peut se dire, bon, on a quand même des raisons d'être pessimiste sur cette capacité de coordination, d'action collective des producteurs d'une AOP. Pourquoi? Parce qu'avant tout, ce sont quand même des concurrents qui s'associent dans un signe, certes, mais qui veulent tous vendre le même produit et parfois sur les mêmes marchés. On a potentiellement des inégalités sur ces capacités de production, des inégalités sur les capacités de prise de risque. On a des collectifs qui n'ont pas forcément toutes les raisons du monde d'être capables de fonctionner ensemble. On a cependant, bien sûr, des raisons d'être optimistes aussi. Une AOP, une IGP, ce sont des producteurs proches qui partagent des valeurs, de l'entraide, et puis qui ont démontré, donc ne serait-ce que par le montage de cette AOP, de cette IGP, leur capacité à construire des accords ou des règles pour assurer cette coopération. Alors, en sciences humaines et sociales, alors on pourrait trouver tout plein d'indicateurs, mais on aime bien se focaliser sur ces trois-là. Finalement, on peut se dire, et on garde juste ça en tête pour la fin de mon très bref exposé, que finalement, ce qu'il faut regarder pour comprendre cette capacité d'action collective, c'est d'une part la proximité géographique. Est-ce que les gens sont proches et donc en capacité de discuter régulièrement? Est-ce qu'il y a une proximité organisée, c'est-à-dire ce partage de valeurs aussi qui va faciliter aussi cette communication? Est-ce qu'il y a la même dépendance à la ressource? C'est-à-dire, est-ce que tout le monde, alors on va parler d'huile d'olive, est-ce que dans les systèmes d'activité de tous les producteurs, il y a le même niveau de dépendance? Parce qu'on peut aussi faire l'hypothèse que si des gens dépendent très fortement de l'huile d'olive et d'autres beaucoup moins, et ça va être difficile de construire des règles communes. Et puis, est-ce qu'il y a des alternatives? Est-ce qu'effectivement, on peut faire autre chose que de l'huile d'olive AOP? Alors, on garde ça en tête, et puis donc on avance dans ces petites études de cas qu'on a réalisées. Donc, Pascal Matimaisi et moi, enfin, du moins, on a encadré un certain nombre d'étudiants qui se sont penchés sur ces deux AOP, donc Vallée-des-Vosges-de-Provence et Aix-en-Provence. Alors, moi-même, je le souligne ici, c'est une étude très rapide avec des étudiants novices en la matière, donc qui ne prétend être rien d'autre que ça. Donc, un petit aperçu de ce qui peut se passer sur ces deux terrains. Vous voyez donc le nombre de moulins, de domaines oliverons, d'oléiculteurs qui ont pu être rencontrés par ces étudiants, qui restent relativement restreints. Bon, je pense que je peux passer là-dessus encore plus rapidement. Vous connaissez ces deux AOP, alors relativement proches, enfin comparables. Donc, si on regarde un peu donc leur date d'enregistrement, peut-être un peu le nombre de moulins, mais quand même des réalités relativement différentes. Si on regarde alors euh, le nombre de producteurs et le nombre d'hectares. Une autre chose importante à garder en tête, mais vous l'avez bien en tête, c'est effectivement donc
l'aire relativement restreinte de Vallée des Baux versus une AOP Aix-en-Provence qui est sur une aire beaucoup plus large. Alors, effectivement, il y a plein de choses qui vont très bien dans ces collectifs-là. On voit deux AOP fortement réputés qui bénéficient de marchés rémunérateurs. On voit donc cette incitation à l'action collective, à la coordination, des choses qui n'étaient pas évidentes. Moi, avant de démarrer ces études, quand j'ai commencé à discuter avec un certain nombre de personnes parmi vous, et que je comprenais qu'il y avait 80% de ventes directes dans ces moulins, ces domaines, à quoi bon construire un signe de qualité qui sert à communiquer pour des marchés distants alors que le marché, il est là. C'était le besoin d'AOP, le besoin de collectif autour de ces AOP n'était pas forcément si évident, mais de fait, il est là. Et on voit énormément de choses qui se passent, de collaborations qui existent sous forme de partage d'informations, d'échange d'olives si besoin, des relations de confiance entre léiculteurs et moulins, etc., etc. Alors, le temps qu'on a pour cette discussion étant ce qu'il est, je vais passer sur ce petit zoom qu'on avait prévu de faire sur la vallée des Baux-de-Provence. Jean-Benoît, Nathalie, pour répondre à toutes les questions que vous avez là-dessus. De fait, cette AOP constitue un peu un cas d'école par rapport à cet investissement collectif. Alors, quand on regarde effectivement le pourcentage du parcellaire qui est certifié, quand on regarde le fait qu'il y a eu le maintien d'un contrôle exhaustif des lots alors qu'il n'y en avait plus la nécessité, quand on regarde le fait qu'il y a eu acquisition d'un micro-moulin pour faire des micro-triturations, ce que les autres font également, mais donc une AOP qui a voulu se doter les moyens de le faire elle-même, quand on voit qu'il y a aussi un investissement collectif dans le contrôle avec un contrôle qui est largement fait sous forme de contrôle interne et assez peu par l'organisme certificateur. Donc tout va bien, mais il y a quand même un certain nombre de questions. Ces questions, alors, ce qu'on a pu comprendre un petit peu dans les enquêtes sur le terrain, effectivement, la première question qui peut interroger ces AOP, c'est bien sûr l'apparition d'une AOP ombrelle au niveau Provence. On se rend compte assez vite qu'il n'y a pas de concurrence, mais plutôt une vraie complémentarité entre ces différentes échelles d'AOP. Par contre, il y a des vrais questionnements sur le terrain, donc par rapport au fait qu'il y a des rendements en baisse du fait de sécheresse, du fait du changement climatique. Et donc, on a entendu un certain nombre d'acteurs nous disent qu'ils revendiquaient, qu'ils souhaitaient qu'il y ait une ouverture de la réflexion sur les variétés, une ouverture de la réflexion sur l'accès à l'eau, et qu'ils avaient du mal à discuter de ça collectivement. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'effectivement, ce qui vient re-questionner un petit peu ces AOP, c'est un marché qui pourrait se développer pour des huiles monovariétales. Et on voit effectivement quelques moulins de la vallée des Baux qui commencent à faire ce genre de choses-là. Des questionnements aussi par rapport au fait que les AOP, en l'état, sont peut-être pas les outils les plus adéquats si on veut communiquer sur la qualité environnementale de son produit. Et on a vu donc dans le cadre de l'AOP Aix-en-Provence, bien aussi des producteurs essayer de rajouter ça au message véhiculé par l'AOP. On voit aussi des producteurs qui commencent à s'interroger sur l'intérêt d'une diversification et puis qui commencent à remplacer quelques oliviers par des pistachiers, des grenadiers. On voit peut-être aussi et surtout cette concurrence que représente très clairement maintenant cette possibilité de faire une huile d'olive de France sous forme donc, de cette oléiculture intensive que vous connaissez bien, sur laquelle on vient d'avoir une petite piqûre de rappel. Donc, je passe très vite là-dessus. C'est des choses que vous connaissez avec effectivement des coûts et des rendements qui sont tout à fait différents. Alors voilà, est-ce qu'il n'y a pas un besoin d'ouvrir la réflexion sur le modèle en lui-même? Est-ce qu'il n'y a pas des inflexions à apporter à ce modèle? Comme je le disais tout à l'heure, il y a un certain nombre d'acteurs qui revendiquent l'ouverture de ces discussions et qui ont l'impression, vraie ou fausse, qu'il y aurait une forme de verrouillage de la part des anciens. Alors, on discutait avec Jean-Benoît ce matin même de qu'est-ce qu'on met derrière anciens. Je ne voulais pas forcément dire âgés, mais peut-être des producteurs qui sont là depuis plus longtemps et qui ont une stabilité financière que de nouveaux installés, ou en jeunes ou moins jeunes, n'ont pas forcément. En tout cas, ce qu'on voit, c'est, alors, soumet à votre jugement et à votre analyse et à votre expertise, c'est l'apparition de divisions au sein d'AOP qui étaient quand même très soudées il y a encore quelques années ou décennies. Alors, c'est là où on peut maintenant donc remobiliser les
trois petits indicateurs dont je vous parlais tout à l'heure, effectivement, parce que la question est bien, est-ce que ces collectifs vont pouvoir reconstruire collectivement leur avenir, vont pouvoir reconstruire collectivement les règles qui vont leur permettre de se développer. Et donc, on reprend nos petits indicateurs du début. Est-ce qu'on a toujours cette proximité géographique? Oui. Est-ce qu'on a toujours cette proximité organisée, ce partage de valeurs, cette convergence vraiment de ces valeurs? Ben, peut-être un petit peu moins qu'avant. Est-ce qu'on a des producteurs qui sont toujours d'une façon homogène dépendants à cette ressource? Ben, peut-être un petit peu moins qu'avant, parce qu'on a des producteurs anciennement installés qui ont d'autres revenus, ou donc qui ont également une trésorerie qui leur permet de passer un peu les années difficiles et qui disent donc non, on ne va pas remettre tout en question, les variétés, etc. Puisque, bon, ben voilà, là, il y a quelques années, on, il y a une expression avec le dos qui m'échappe là, mais on laisse passer ces petites années difficiles et puis on s'accroche par contre à notre modèle. Donc, proximité géographique toujours là, mais proximité organisée plus faible, dépendance à la ressource qui devient homogène, et puis vraiment clairement apparition d'alternatives. On peut faire l'hypothèse qu'il y a quelques décennies, l'AOP était la seule issue viable quand on voulait faire de l'huile d'olive. Maintenant, il y a quand même cette huile d'olive de France qui représente aussi une alternative économiquement. Alors, de quoi est-ce qu'on voudrait discuter avec vous dans les minutes qui nous restent? Eh bien, c'est effectivement de voir que ces AOP, ces IGP, ce sont des collectifs qui ont réussi à se construire à un moment de leur histoire autour d'un projet. Et ces projets-là, ils sont actuellement requestionnés par un certain nombre d'évolutions. Le climat, les marchés. Effectivement, tout ça vient interroger tous ces producteurs-là. On voit apparaître une espèce de dilemme entre tradition et innovation. Et en se demandant donc quelle est la marge de manœuvre pour l'évolution de ces AOP et ces IGP. Et on se demande donc si ça ne doit pas amener une évolution des dispositifs de gouvernance aussi, et une ouverture sur ce dialogue, sur ces questions, et peut-être effectivement donc la reconstruction de nouveaux projets, de nouveaux fédérateurs et de nouveaux, oui c'est ça, fédérateurs et collectifs. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques minutes.